Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Introduction. Un auteur ancien a dit que tout événement a deux anses, et qu'il n'est pas sage de choisir pour le porter celle qui blesse la main. Alain, propos sur le bonheur Gallimard. Quels que soient les âges de la vie, l'individu est confronté à des événements susceptibles d'entraîner un stress. Le stress est un ensemble de réactions physiologiques et psychologiques qui se manifestent lorsqu'une personne est soumise à un changement de situation. L'environnement dans lequel nous vivons est impermanent et demande à l'être humain une adaptation constamment renouvelée pour faire face aux demandes environnementales. Les périodes de transition peuvent également être source supplémentaire de stress, car elles requièrent de nombreuses adaptations. Le vieillissement est un processus particulièrement rempli de transitions et de stress potentiels. Le stress ne se manifeste pas uniquement suite à des relations interhumaines de conflit ou d'union par exemple, mais aussi pour tout changement comme un décalage horaire, un réaménagement d'un poste de travail ou un changement corporel. La notion de stress regroupe à la fois la cause extérieure qui provoque la réaction, et également la réaction d'adaptation à cette contrainte. Le stress est déjà tout un programme puisqu'il désigne à la fois l'agent responsable, la réaction à cet agent et l'état dans lequel se trouve celui qui réagit. Lanzer, 1997. Le stress peut permettre une mobilisation des forces physiques et mentales. Pour certains individus, le stress est vital à leur performance. Il décuple leurs chances de mener à bien ce qu'ils ont entrepris. C'est dans cette optique qu'il est propice au défi ou à la motivation. Mais il peut aussi faire perdre les moyens et nuire à l'action. Il devient alors un ennemi qu'il faut combattre. La santé, c'est ce qui sert à ne pas mourir chaque fois qu'on est gravement malade. G. Perros, papier collé 3 Gallimard. La santé est définie par l'Organisation mondiale de la santé comme un état de bien-être total biopsychosocial. Elle est envisagée chez les seniors sous l'angle de l'adaptation au milieu et la capacité d'y fonctionner au mieux compte tenu de leurs incapacités. Au Comité de la santé publique, 1992. On parle de décompensation lorsque les mécanismes d'adaptation sont épuisés. Pour Léger, 1997, pionnier de la psychogériatrie, la véritable vieillesse est d'ailleurs caractérisée par la diminution des capacités adaptatives. Mais le stress est aussi un formidable processus d'adaptation, dans lequel toutes les ressources psychologiques d'un individu entrent en jeu par l'élaboration de stratégies pour lutter efficacement contre certains de ces effets néfastes. Un état de stress chez les seniors peut être induit par un événement aigu entraînant une décompensation aiguë, ou par une succession de petits événements de la vie quotidienne qui finit par déborder leur capacité d'adaptation. Stéréotype de la réaction au stress des seniors. L'opinion répandue est que les seniors ne maîtrisent pas ou moins leur environnement et leurs capacités, ce qui a des conséquences sur l'adaptation au stress. Ce qui leur arrive est plutôt attribué à un certain fatalisme qu'à leur volonté. Ils appréhendent l'environnement et n'ont pas confiance en eux. Ils croient plus aux forces extérieures pour expliquer les événements qui surviennent qu'en une force mobilisatrice interne. Cette croyance en un contrôle externe ou interne de ce qui nous arrive est désignée sous le concept de lieu de contrôle. La caractéristique du lieu de contrôle des seniors serait donc le contrôle externe. L'adaptation au stress est soumise généralement à des affirmations, tendant à reconnaître aux seniors une solution plutôt axée sur la réduction des efforts pour la résolution du problème ayant induit le stress. Ces stratégies d'adaptation au stress seraient donc centrées sur la baisse des stratégies d'adaptation centrées sur la résolution du problème. Si ces clichés ont une réalité, on peut s'attendre à une diminution des croyances internes et également des stratégies centrées sur le problème. Notre recherche vise à recueillir des informations précises concernant ces concepts chez les seniors. Le lieu de contrôle et les stratégies d'adaptation amènent à nous placer dans un modèle interactionniste. Le stress réside selon ce modèle en une interaction entre l'individu et ses différents concepts. Il s'inscrit dans un processus multidimensionnel faisant intervenir des caractéristiques personnelles et sociales. Nous envisageons diverses questions. Le vieillissement poursuit-il l'évolution vers l'internalité comme chez l'adulte ?
Ou existe-t-il un renversement au niveau des croyances? Les stratégies d'adaptation s'orientent-elles plus vers une résolution des problèmes, ou une gestion de l'émotion? Quelles sont les corrélations entre les différentes croyances et les différentes stratégies d'adaptation? Les seniors diffèrent-ils des autres générations dans ces différentes interactions? À notre connaissance, il n'existe pas à ce jour d'études portant sur ce thème. Les informations rapportées le sont par les on-dit, par le bon sens populaire ou par déduction. Pour notre part, nous avons opté pour une vaste enquête donnant la possibilité aux intéressés de s'exprimer et d'étudier leurs réactions. Toutes les générations subissent des événements stressants, et les seniors qui sont au carrefour d'un environnement biopsychosocial mouvant ne sont pas épargnés. Cet environnement aux multiples sources de stresseurs va créer des situations de stress et des réponses variées de l'individu, engendrant une interaction dans un espace multidimensionnel. Du sens que les seniors vont accorder à la situation vécue, vont dépendre l'intensité du stress et sa gestion. Suite à une vaste enquête réalisée chez les seniors eux-mêmes, nous explorerons le stress au travers de 2 concepts, le lieu de contrôle et les stratégies d'adaptation. Nous proposons par cette étude un éclairage sur leur comportement et suggérerons des pistes pour des recherches futures. Les résultats de notre recherche ont été publiés dans la prestigieuse revue française de psychiatrie et de psychologie. 2. Les situations stressantes. L'échelle événementielle. Holmes et Rae ont établi en 1967 une échelle événementielle regroupant les différentes causes de stress dans la population générale et indexée d'un score pour chaque événement. Cette échelle n'est cependant pas satisfaisante, car elle accorde de l'importance uniquement à l'événement en lui-même. Situations les plus fréquentes. La retraite. La retraite, qu'est-ce que c'est sinon la permission officielle de rouiller? J. Boissard, une femme veuve Fayard. Dans le cadre de l'enquête « Histoire de vie, construction des identités » réalisée par l'INSEE en 2003, il ressort que ce changement est vécu de manière négative dans 30% des cas. Il s'agit alors d'un passage vers une période plus difficile. Près de 4 retraités sur 10 uniquement considèrent que le moment de leur départ à la retraite s'inscrit dans une période plutôt positive de leur vie. 1 sur 2 estime que cette période n'était ni bonne ni mauvaise. L'appréciation globale est négative pour 40% des retraités, qui déclarent que la retraite est une période où ils ont manqué d'argent. Pour uniquement 25%, il s'agit d'une période positive dans l'ensemble et pour un tiers d'une période ni bonne ni mauvaise. Les chances de ressentir le passage à la retraite comme une période positive varient surtout en fonction de la situation familiale et de l'état de santé. Le travail donne une identité. Comment celle-ci évolue-t-elle? Que signifie-t-elle lorsqu'elle n'est plus structurée par le travail? Cet aménagement identitaire peut être difficile pour ceux dont le travail représentait tout. Pour certains, la mise à la retraite est plus cruelle que la mort d'un être cher. J. de Bourbon-Busset, Tu ne mourras pas Gallimard. Le passage à la retraite implique un travail de deuil. Malheureusement, alors que les mots pour désigner le passage à la retraite sont plus ou moins synonymes de mort sociale, cette transition n'est actuellement pas accompagnée. Se retirer du travail implique de développer de nouvelles aptitudes, de se définir autrement et de faire face à plusieurs facteurs. Évolution des ressources financières. Apprendre à exercer d'autres activités. Réfléchir à ce temps libre. Donner un sens nouveau à son avenir. Réaménager les espaces et les tâches dans le couple. Question de la fin de vie, de notre mort à tous. Ne pas glisser vers la perte de l'estime de soi. Éviter la caricature. Être à la retraite, c'est être bon à rien. Restructurer l'identité. Angoisse existentielle pouvant aboutir au stress et à la dépression. La retraite est un nouveau rendez-vous avec soi-même et les autres. L'isolement et la solitude. L'enfer est tout entier dans ce mot, solitude. 5 Hugo, la fin de Satan. Le vieillissement attendu de la population conduit à faire de l'isolement et de la solitude des seniors un enjeu de société. Plusieurs études ont été réalisées dans ce domaine afin de mieux appréhender ce phénomène. À titre de comparaison,
En 1960, 2,3 millions de personnes étaient âgées de 75 ans et plus et 0,85 millions vivaient seules. Le recensement de la population en 1999 montrait que 7,4 millions de personnes en France vivaient seules. Les femmes restaient globalement plus nombreuses à vivre seules et les personnes de plus de 60 ans ou plus constituent plus de la moitié des personnes vivant seules. Chalex, 1999. Le collectif Combattre la solitude des personnes âgées a réalisé une enquête intitulée « Isolement et vie relationnelle ». Anne-Carole Bensadon, 2006, en a été le rapporteur général et relate que près d'un senior sur deux se sent seul. L'INSEE estime la population de la France à 62,9 millions d'habitants au 1er janvier 2006, et les personnes de plus de 60 ans représentent 12,7 millions d'habitants INSEE 2005. Les projections de la population de l'INSEE montrent qu'en 2050, 22,3 millions de personnes seraient âgées de 60 ans ou plus, ce qui correspondra à 31,9% de la population totale, alors que cette proportion est de 20,8% en 2005. Une personne sur 3 aurait 60 ans ou plus contre 1 sur 5 en 2005. Ce vieillissement est inéluctable et pose la question de la qualité de vie gagnée. La réponse aux besoins mais aussi aux attentes des seniors apparaît primordiale. Elle englobe les actions de prévention, notamment de prévention de l'isolement. Cela passe par une meilleure connaissance des mécanismes à la base de la solitude. Quel lien entre vivre seul, isolement et solitude ? Se pose également la question des solidarités familiales. Pour Pépito 2004, en sciences sociales, l'isolement est un phénomène mesurable renvoyant à une situation concrète, alors que le substantif solitude renvoie à un vécu qui peut s'éprouver dans une situation d'isolement, mais pas exclusivement. L'isolement résidentiel. Un senior sur 5 seulement vit en couple, avec une proportion plus importante de femmes vivant seules compte tenu de leur espérance de vie. Sur cette disparité entre les hommes et les femmes, un éclairage européen nous est donné par le rapport de l'Institut national d'études démographiques, INED. Le titre du rapport est éloquent : Les femmes vieillissent seules, les hommes vieillissent à deux, un bilan européen. Une femme sur 5 âgée de 75 ans vit en couple alors que ce mode de vie concerne 2 hommes sur 3 aux mêmes tranches d'âge. Elles sont 2 fois plus à résider en institution, et vivent plus fréquemment chez des proches que les hommes. La proportion de seniors habitant seuls est 3 fois plus forte qu'en 1962, du fait de la diminution des cohabitations intergénérationnelles. L'entrée en institution est beaucoup plus fréquente lorsqu'on vit seul. Environ 18% des personnes seules de 75 ans ou plus résidant en EHPAD, établissement pour personnes âgées dépendantes, contre seulement 3% des personnes du même âge ayant un conjoint, Tougor SF 2003. L'isolement relationnel et social. Plus de 7% n'ont pas de famille. Parmi ceux qui ont une famille, 29% ont de la visite de temps en temps et 11% n'ont presque jamais de visite. Par courrier ou par téléphone, 24,5% ont des contacts de temps en temps et 7,6% jamais ou presque. 17% ne parlent pas chaque jour à quelqu'un. 39% ne font pas partie d'un club ou d'une association. 8% n'ont pas eu dans les 15 derniers jours au moins une visite, une lettre ou un appel téléphonique. La santé et les handicaps. La relation entre état de santé, isolement familial et social a été mise en évidence par de nombreux auteurs mais reste complexe à interpréter car elle s'explique dans les deux sens. Si l'isolement social peut être lié à des problèmes de santé qui influencent la participation sociale, l'environnement joue un rôle majeur sur la santé. Le fait de garder des contacts avec l'environnement familial est décrit par certains auteurs comme ayant un effet protecteur sur la santé mentale, et l'environnement relationnel est présenté comme ayant un rôle crucial en matière de transition de santé. Judy Cissé, Brouharen, juillet 2005. J.P. Pankeshon, 1999, note également que l'isolement relationnel touche plus particulièrement les catégories socialement défavorisées. Il précise que déclarer avoir du mal à s'en sortir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.